Voilà, ça y est, le Summer Playhouse de CBS, cet événement génial qui nous a fait regarder une série géniale sur des gens qui font du cinéma génial. Non, pas du tout. Mais dans le tas, dans tout ça, dans toutes ces saisons-là, il y avait des choses pas trop mal, ou en tout cas des ovnis, ou en tout cas surtout des comédiens que l'on connaît, des visages connus. Dont un qui fait en sorte que Cécile puisse être là ce soir, et doit être là ce soir, parce que voilà, Scott Bakula, c'est comme quand on dit Candyman, là c'est Bakula, pouf, Cécile apparaît, voilà, donc c'est pas nous. Voilà, donc Cécile... Pif, paf, pouf et papa pouf. Exactement, est là pour parler de Scotty, hein, beam me up, comme il a dit dans le pilote d'ailleurs, à un moment donné, hein, c'est un petit clin d'œil à Star Wars. Stargate. Ah oui, Stargate. Non, le Star Academy. Star Academy. Il y a aussi Florian. Bonsoir, voilà, Quentin rage quit, mais en fait, j'étais trop curieux, donc je suis revenu. Voilà. Et Olivier. Salut. Ben oui, voilà, moi, c'est ma petite passion, c'est ces séries qui n'ont jamais vu le jour, et voilà, on m'a même donné dernièrement une chaîne YouTube qui tous les jours met au moins 3 pilotes dessus avec des trucs que j'avais jamais entendu parler et des choses très récentes avec des comédiens qu'on connaît vraiment bien. Et voilà, je sais très bien que je vais aller piocher là-dedans pour la saison 9 de Monsieur Sherry and Friends. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, ça, voilà, il y a des trucs sympas quand même. C'est moins grave que CBS Summer Playhouse. Pour rappel, c'était 3 saisons dans les années 80 où, pendant l'été, on laissait les gens voter s'ils aimaient ou non un pilote pour voir si finalement ça aurait pu donner quelque chose. Hein, voilà, alors que les gens de CBS ne l'ont pas acheté. D'ailleurs, dans cet épisode, donc on va parler de Infiltrator, qui est donc une série de science-fiction. Enfin, science avec de gros guillemets. Parce que la science, c'est la science façon la bande à Picsou. Hein. Et encore, c'est pas gentil pour les Picsou. Ouais, bref. On peut dire anticipation postmoderne, parce que ça veut aussi rien dire. Oui, voilà. Et vice-versa. Mais c'est surtout, en fait, la copie, la seule que j'ai réussi à trouver, qui est d'une VHS qui a bien souffert, nous permet d'avoir les pubs d'époque. Et quand même un peu le passage où il y a les présentateurs qui nous parlent de la série et qui même après nous demandent de voter. D'ailleurs, j'avais une question. Tu connais les présentateurs là, parce que j'ai pas eu le temps de me renseigner sur qui ils étaient ces gens-là. C'est censé être des comédiens qui étaient à l'affiche d'une série CBS qui était allée diffuser à la rentrée. Pas qu'une seule, oui, mais oui, c'est ça. En fait, eux, c'est Tim Reed. Ils disaient rien, moi. C'est Tim et Daphne Reed, donc ils sont mariés et femmes, voilà, dans la vie. Et en fait, c'est Tim Reed. Je sais, tu n'as pas vu WKRP in Cincinnati. Peut-être Sister dans les trucs plus récents. Oui. Enfin, Sister, surtout, ça a été diffusé en France et WKRP jamais. Ouais. Non, c'est ça. Donc, en fait, c'est des comédiens qui ont été dans pas mal justement de comédies de CBS. Principalement. Et puis ici avec le temps ils ont un peu pris de l'âge et donc, ils ont des petits rôles dans Limitless, dans Trem, Soul Man, voilà. Et donc ils étaient là pour faire passe plat et pour promouvoir une série qui a été annulée après une saison qui était diffusée entre 87 et 88 qui s'appelait Frank's Place, voilà. Et sinon il joue aussi Tim Reed, il jouait dans That 70's Show en tant que père de Hyde, si je me trompe pas. Voilà, donc comme ça. Non, personne n'a regardé That 70's Show. Si, mais alors j'ai pas la ref. Mais sa je tête. vois pas la tête. Tu vois, j'ai vu Sister aussi. Hein. Comment ça se fait qu'on nous voit en live sur Twitch alors que j'ai pas coché la case Twitch? C'est pas encore mal. Bon, attends, je floute mon visage avec ma main. Bonjour Twitch, alors. Tu te prends pour John Cena? On ne veut pas. Donc voilà, c'est des blagues très radiophoniques, c'est ça qui est bien. Oui, c'est ça. C'est ceux qui connaissent John Cena, voilà. Et sinon, Daphne Reed, si je me trompe pas, elle était, je pense que elle a été dans le Prince de Bel-Air aussi à un moment donné.
Mais ça, c'est à revérifier. J'ai pas le truc sous les yeux. Oui, c'était la deuxième Viviane entre 96 et 96. Voilà. Ok, je me doutais bien que c'était des gens que j'étais censé connaître, mais leur visage me revenait pas. Censé connaître, oui et non. En fait, c'est devenu des rôles un peu secondaires en général. Donc ouais, t'as peut-être déjà dû voir le visage à un moment donné. Voilà. Bon ben merci Sarah de nous prévenir. Voilà le direct, j'avais dit non au live. Et puis le live il a dit oui. Donc le live. Le live nous a dit oui. Le live est ma fille de 4 ans. Je lui dis non, elle me dit si. Voilà. donc merci Twitch, tu t'appelles Emmanuel désormais. Bon. C'est un peu la chanson des Beatles quoi. Hello Goodbye. Ah oui, d'accord. Je suis en train de chercher laquelle. Alors, c'est celle avec le walrus ou c'est l'autre? Coucou, je sais pas. Bref, Infiltrator, donc ça a été diffusé le 14 août 1987. On est quoi aujourd'hui? C'est magique. Joyeux anniversaire de la magie. Cet épisode. Et personne n'a souhaité son anniversaire sur Twitter, quoi. Enfin, je suis très étonné. Voilà, c'est un épisode... Tout se perd. Hein. Voilà, exactement. C'est un épisode qui a donc aujourd'hui 36 ans. Et voilà, 36 ans. Il est encore plus jeune que moi, il me fait chier. Bref. Alors, c'est un épisode qui a été réalisé par Cory Allen. Voilà, encore un gars qui a fait de grandes choses par la suite. Hein. Non. Il a réalisé des épisodes pas. Ouais, si, il a fait quelques épisodes de Star Trek, de Captain Furio, voilà, les rues de San Francisco, et il a été sur La Fureur de vivre. Voilà, comme ça, merci IMDb de me servir de pense-bête. Et qui c'est qui a fait une cloche? C'est moi et la cloche, en fait, c'est avant. C'est une horloge de grand-mère, là. C'est une horloge de grand-mère. J'ai la même chez mes parents. Voilà. J'ai été projeté chez mon arrière-grand-mère, quoi. Et t'inquiète, dans 5 minutes, ça recommence. C'est ça. Non, pas dans 5 minutes. C'est exactement dans un quart d'heure, en fait. Mais vous inquiétez pas, c'est campagnard. Je vais couper. Ah, c'est très campagnard, en fait. Ma maison est la plus campagnarde qui existe. Ah ouais. Putain, je me suis dit, tiens, on va manger le gigot, là. Je me suis dit, l'enfant dans la face, là. Ouais, oui, c'est ça. Alors, donc, dans cet épisode donc, de Infiltrator, qui dure à peu près 1 heure, et donc il y a Scott Bakula qui tient la tête d'affiche dans le rôle du docteur Sanderson, avec à ses côtés une actrice qui ne joue qu'un seul genre, Debra Farentino, désolé pour elle, mais bon, elle sait pas jouer grand-chose. Elle a joué dans Eureka dernièrement. Ouais. J'ai envie de dire, elle se débraille, quoi. Oh. Bah même pas, quoi. Un peu, ouais. Voilà, c'est pas très gentil. Elle joue le rôle de Dr. Kerry Langdon. Et on a aussi un autre personnage qu'on voit très très mal, parce que la qualité de la VHS est tellement pourrie que son personnage donc de... Non. John G. Stewart. Donc joué par Charles Keating. Et Charles Keating, bon bah... pareil. L'affaire Thomas Crown. Un petit rôle dans Bodyguard. Bon, voilà. Donc, heureusement qu'il y a Scott Bakula. Et non, mais ça marche pour tout. Tu peux toujours dire, heureusement, il y a Scott Bakula. Dans la vie, mais très franchement, il y a Scott Bakula. Et je pense qu'on le verra à la fin de notre parcours sur cet épisode, ce pilote. Globalement, c'est heureusement qu'il était là. Ah, bah oui. Parce que franchement... C'est un de ceux dont je me rappelais pas trop, parce que j'avais regardé quand même énormément de pilotes venant de CBS Summer Playhouse. Et donc de quoi ça parle? Alors si je me contente de prendre le résumé made in IMDb, c'est un scientifique qui essaye en fait d'inventer la téléportation, donc joué par Scott Bakula, et qui en faisant ça, sans le faire exprès, va se retrouver fusionné avec un autre mécanisme qui s'appelle The Probe, donc la sonde. Voilà, faites ce que vous voulez avec ça.
Et donc, voilà. Par contre, lui, il aimerait bien que ça soit pas le cas, qu'il aimerait bien qu'on lui enlève ça. On ne sait pas comment le faire. Et le co-créateur dit, ben non, en fait, on te l'enlève, mais d'abord, j'ai besoin de toi. Donc, si tu fais ce que je te dis, je te paye pour faire tes recherches. Et après, bon, on verra pour l'enlever, ta sonde. Voilà. Voilà. Il y a quand même le fait gros, que c'est pas qu'on veut pas te l'enlever ta sonde, mais on n'a plus les plans. Oh, comme c'est dommage. Voilà. En plus, et le monsieur on qui l'a a les fabriqué, plans, mais en on fait, sait il pas s'est comment. rebellé. C'est ça. Et le monsieur avec les plans, il s'est rebellé contre nous, en fait. Ouais, et il demande une rançon. C'est ça. Et d'ailleurs, cet épisode, en fait, est aussi l'occasion de débriefer ce qui se passe réellement dans The Infiltrator, parce que c'est un tout petit peu, voilà. C'est un peu flou. Autant que la capture de la VHS. Ah oui, mais en même temps... Plus la compression pourrie derrière de YouTube. Donc, compression d'il y a 13 ans, parce qu'il faut savoir que la vidéo était postée il y a 13 ans. Oui, non mais c'est pour ça. C'est-à-dire que du coup, non seulement il y a la qualité pourrie de la VHS, mais en plus on a des gros pixels partout à cause de la compression pourrie. Donc là, ça commence à devenir sport. Hein. Sauf quand ça ne bouge pas trop, ou quand c'est des pubs. Oui. Ah oui, les pubs, c'est vrai que les pubs, on les voyait bien. Les pubs étaient nickel. Burger King, j'ai bien vu. Hein. On a bien vu aussi ouais, Beauty and the Beast aussi était très bien. Ah oui. Ah bah oui. Beauty and the Beast, ça avait l'air bien. Ah mais en fait c'est ça. J'allais dire Infiltrator, c'est un mélange entre La Mouche et Chuck. Et en fait on a les deux parents de Chuck du coup dans cette vidéo. Merci. On a vu Je Scott pense que c'est Bakula en fait et on a vu, tout à l'heure je pensais vraiment, voilà. Ouais, je crois que La Mouche c'était un des trucs auxquels je pensais. Merci beaucoup Cécile. C'est vrai que oui, c'est quand même il plus se téléporte proche, et il fusionne avec un truc. Ouais, effectivement. Alors, par contre, le fameux truc, si j'en crois, le livre donc The Best TV Shows That Never Were de Lee Goldberg, que je conseille, ce livre-là, et d'ailleurs les vidéos qu'il a fait sur YouTube qu'on peut trouver facilement. En gros, voilà, c'est un satellite. C'est juste un satellite. The Probe, c'est un satellite qui peut tout voir, en gros. Oui. Il voit tout ont de bien là où dit, il veut. Dans la première séquence, j'ai bien entendu Space Probe, en fait. Donc c'est quelque chose qui est destiné à l'aérospatial. Oui, il disait que c'était un truc pour... pour survivre sur les planètes. Ouais, c'est ça. C'est le truc qui allait nous permettre... moi, j'avais pris ça un peu comme une intelligence artificielle, quoi, qui allait nous permettre de survivre sur d'autres planètes en étudiant un peu tout les propriétés de chaque planète et puis faire en sorte qu'on puisse y vivre, quoi. Pour moi, c'est dans Stargate ou Atlantis où ils envoient les trucs qui volent. Je sais plus comment ça s'appelle. Les caméras qui volent. Les espèces de drones. Ouais, les espèces de drones, machin, qui explorent dans l'univers. Mais c'est ça, c'est un espèce de drone satellite ultra high-tech qui va dans l'espace. Et donc, malheureusement pour notre ami Scott, lui, à force tout ce qu'il testait, c'était de pouvoir aller d'un labo à l'autre, hein, voilà, de se téléporter. Il a réussi, mais malheureusement, en passant par là, il s'est pris une sonde. C'est con. En fait, c'est ça. On est beaucoup dans ce cas-là. Il a franchi le mur de la sonde, j'ai envie de dire. Moi, ce qui m'a choqué quand même sur le probe, quand on le voit la première fois, donc la scientifique fait des tests de la fameuse sonde, et la sonde donc se balade, regarde un peu partout dans le labo et essaye de regarder sous sa jupe. Pas de problème. Bah oui, parce que c'est une sonde qui restera dans les annales. Ah, c'était pas possible ça. Non mais bon, en même temps, années 80, il fallait que ce soit sexiste. Hein. Ah ouais, non mais il y a ça, et il y a un baiser non consenti aussi, qui fait bien plaisir. Oh, puis il y a tout, il y a la demoiselle en détresse, enfin il y a un étalage de tout ce qui se faisait dans les années 80 de pire, quoi. Voilà. Et alors, il faut savoir que désormais, donc, notre cher médecin, chercheur, grâce à ça, dès qu'il se met en colère, il devient un Neon and Metal Gobot. Ah, Gobot. Un gobot de métal et de néon, et c'est vrai qu'il y a des néons. Hein, maintenant, ce serait des LED. C'est quoi un gobot en fait? C'est un robot qu'on attend comme Godot ou comment ça se passe? Non. C'est un robot avec une GoPro. Ah, donc c'est l'ancêtre de la GoPro, le gobot. Ah, ça a du sens. Ça. Non, en fait,
le GoBot, c'est il y avait globalement là c'était un rapport au dessin animé GoBot, les GoBots qui sont à peu près les Transformers du pauvre. Ah. Jean-Michel, j'ai pas la ref. ref. C'est Bandai qui avait fait ça. Avec c'était Hanna-Barbera et Bandai, et en fait c'était des GoBots, et en fait c'était des robots qui se transformaient, il y a eu des jouets, mais globalement maintenant dans le Internet of Things, en fait c'est une suite de robots, drones, etc. Tout ce qui est un peu robotique en fait. Voilà, c'est un robot que tu peux utiliser, un GoBot. D'accord. Mais je pense que vu l'auteur ici, c'est plutôt un rapport à la série animée des années 80. Surtout que là, ça s'était terminé en, pareil, quasiment 87-86. Hein. Alors, donc voilà, et il a tout un éventail d'armes mortelles. Oui, tellement mortelles qu'il peut arrêter les camions avec. Et oui, ça, c'est très cool. Oui, et les voitures qui klaxonnent également. Oui, voilà. Ah bah moi j'en ai besoin d'un pareil là. Et alors je vais vous dire un truc qui rajoute. Bien entendu, comme la plupart des personnes qui gagnent donc des pouvoirs imprédictibles, non ça existe. Imprévisibles et incontrôlables, en fait ils vont devenir un agent secret. Voilà, dès que tu as des pouvoirs imprévisibles et incontrôlables, tu es un agent secret. Et sans oublier qu'on a aussi une demoiselle mignonne qui va venir plus ou moins l'aider et regarder au satellite. Et alors, dernier truc aussi, sauf qu'elle va quand même pas admettre tout de suite qu'elle en pince pour lui. Bien entendu. Oui. Mais tout ça est sur le ton de l'ironie, bien entendu. Hein. Voilà. Et donc, c'est aussi la dernière réplique du pilote en fait. Hein. It's doctor en fait. Donc il y a aussi le côté vouvoiement. Non, je suis juste docteur machin et on ne s'appelle pas par nos prénoms en fait. Donc il y a aussi ils essaient aussi de faire un Will Day One Day qui marche absolument pas, mais. Surtout que. Il y a une réplique de Scott Bakula. Tu sais que tu vas avoir une série. Ouais. T'as Scott Bakula qui dit non mais en fait vous aimez plus la sonde que moi. Alors que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, enfin je sais pas combien d'années. J'y ai pensé. Vous préférez la sonde à moi. Bah oui, elle est peut-être plus douée, on sait pas. Voilà. Non, mais c'est elle veut m'aider, c'est gentil. Non, elle veut aider le robot. Non, mais apparemment c'était la. Non, mais c'est ça. Mais en plus, je pense que c'était la seule entre guillemets pas à protéger, mais en fait à être garante en fait de la sécurité du fameux projet de la Space Probe, qui est le projet Infiltrator. Donc c'est son projet. C'est business is business avant tout, etc. Et au fur et à mesure du pilote, en fait, on va se rendre compte que non, en fait, business, on s'en fout un peu, voilà. Oui, c'est ça. Et ce qui est beau, c'est qu'un projet à des millions de dollars, il y avait une meuf qui travaillait dessus, quoi. Et ils ont pu les plans. Ouais. De l'argent bien dépensé. Non, et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une meuf qui travaille dessus, mais on s'aperçoit pendant tout l'épisode qu'elle est vraiment très conne, parce qu'en fait, elle se fait apprendre la science par Scott Bakula, quoi. Enfin, vraiment, la meuf, ils ont pris la meuf la plus mauvaise de tout l'univers, quoi. Donc, c'est très surprenant. Et encore, franchement, Scott Bakula, il sert pas à grand chose. Il dit pas grand chose. Au final, il est pas. Enfin, non, mais bon, quand il y a besoin d'ouvrir une porte, et tout, t'as la scientifique qui est derrière, qui est là, qui fait oh mon Dieu, comment ça marche, voilà. Et t'as Scott Bakula qui fait ah tu vois, je vais te montrer petite. C'est vraiment le truc, alors que. Enfin, lui, il fait quand même des expériences à la con, et elle est censée être une super ouais, enfin, à la con. Le mec, il essaie de faire d'inventer la téléportation depuis je sais pas combien de temps. Ça, je suis d'accord, et je pense que je l'aurais financé moi-même, parce que je pense qu'il faut inventer cette technologie. Toi, entre les deux trucs, entre une sonde qui moi, dans l'espace, etc. Direct. Et la téléportation, je donne de l'argent à la téléportation. Mais évidemment, par contre, ça résout tous les problèmes du monde. Ouais. Et je veux pas dire, mais son premier test, c'était un crayon, et le crayon, il est sorti brûlé. Et lui, il s'est dit, moi, être vivant, je vais rentrer dans la machine. Et je vais me téléporter dans un labo qui est à l'autre bout du campus. Encore en parallèle avec la mouche. Encore en parallèle avec la mouche, qui est sorti l'année précédente. Bah oui, donc c'est clairement une inspiration évidente.
Mais le truc, moi, qui me Il y a fait... que l'inspiration, après. C'est pas tant le fait qu'ils disent, ça a cramé, machin, tout ça. C'est que dès qu'ils voient le crayon cramé, son premier réflexe, c'est de quoi? C'est de pousser le cri des pierres à feu. Il fait un yabadabadou. Ouais, en même temps, pierre à feu cramé, ça va ensemble. Mais c'est ça qui fait que ça le rend sympathique, Scott Bakula, en fait. Ah c'est bah, le capital sympathique. Mais il est tout fou. Il court dans tous les sens, il est tout fou, machin. Il est un peu... Elle est très scolaire, très universitaire, etc. Très dans ces trucs. Il faut suivre le plan qui n'ont plus de A à Z. Et s'il y a un truc qui va pas, hop, elle sonne l'alarme. Alors que lui, en gros, c'est... Mais c'est pas grave, je fais tout ce que je veux, voilà, j'invente la téléportation, ça a réussi, c'est trop cool, machin, et puis en plus de ça, maintenant, c'est un robot. En plus. Non, mais je pense que ce qui l'embête, c'est que dès qu'il est en robot, il s'en souvient plus. Il sait plus ce qu'il fait. Non. Et d'ailleurs, on était à ça, désolé pour le spoil, là, mais vous allez peut-être pas le regarder, mais on est quand même à ça, à la fin, de se dire, en fait, depuis le début, c'était juste un rêve. Il est juste tombé du bateau. C'est ça. Et puis, en fait, je me suis posé la question. Rien de tout ce qui s'est passé après, c'est vraiment passé. Je me suis posé la question parce qu'en fait, il faut dire que sur YouTube, là, l'épisode, il est en 8 parties. Et du coup, il y a la reprise de la 8e partie. Je me suis dit, oh putain, attends, j'ai loupé un truc. Il manque la moitié de l'épisode ou... Non. Et là, je me suis dit, oh, ils vont nous dire que c'est un rêve, quoi. Il a tué des gens en off. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, on n'a plus de budget, on fait pas tout le gros combat final. Les tirs laser, tout ça. On le racontera, on s'en fout. Et donc toi, Cécile, qui aime d'amour et d'eau fraîche Scott Bakula, qu'en as-tu pensé là? Est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui? Non, moi je pense vraiment que le problème c'est pas Scott Bakula, c'est ce qu'on lui demande de jouer. Parce que je trouve qu'il joue bien ce qu'on lui demande. Le problème c'est qu'on lui a demandé de jouer une coquille vide avec des néons dessus. Donc c'est pas forcément le truc le plus simple à jouer. Et oui, le côté ultra sexiste de vas-y, je me téléporte, je roule une galoche à la meuf alors qu'elle a rien demandé et qu'elle a pas envie, ça fait toujours plaisir. Moi ça me fait mal de le voir dans des trucs comme ça, mais bon, on n'y peut rien, c'est les années 80. Et ouais, non, moi je trouve que son personnage est pas du tout caractérisé, à part le fait que il cite de la pop culture dès qu'il a l'occasion et que il a inventé la téléportation et qu'il est un peu foufou. Dès qu'il est fusionné au robot, il devient beaucoup moins intéressant parce qu'il est obnubilé par le fait que dès qu'il est stressé, le robot se réveille et lui, il perd de plus en plus le contrôle. Et quand il arrive au level 3... là, il se souvient plus du tout de ce qu'il fait. Donc, il est obnubilé par ça mais comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Il demande conseil donc à son acolyte qui, elle, c'est pas grand-chose de plus. Et après, la scène... Il y a une scène un peu, pour le Will Day One Day, il y a une scène un peu censée être sexy, où il acquiert la vision... la vision chaleur. Et donc là, il se rapproche d'elle en mode « Oh, votre cœur s'accélère. Oh, vous êtes de plus en plus chaude. » non, ça marche pas. Enfin, mais il n'y a pas d'alchimie entre les deux, mais je trouve que ça vient plus de la Dana que de lui. Et de ce qu'on leur fait dire, quoi. Les dialogues sont pas très fins. Voilà. En soi, l'idée de base, elle est ce qu'elle est. C'est un scénar de nanar. Ça aurait pu faire une série relativement sympathique dans les années 80, sur CBS ou quoi que ce soit. Sauf que c'est pas bien écrit. C'est même limite pas écrit. Scott, on est intime maintenant. Il est très, très, il est en roue libre, mais heureusement parce que sinon, dans tout l'épisode, on se ferait un peu chier. Faut bien. Voilà. Pourtant, il y a de quoi faire, parce que le gars, quand il est énervé comme ça, il devient un robot. Bon, le déguisement, il est ce qu'il est. J'aime pas trop son casque, ça fait un peu bizarre, mais bref. Oui. Et on voit que dans le final, sa transformation n'est vraiment complète que dans le final. Tant que c'est que le bras, ça va. Après. Non mais c'est ça. Je pensais que ça allait être resté juste lui et son bras exosquelette. Ouais, voilà. Le truc, c'est que la sonde. C'est ça qu'on veut voir en fait. Est mélangée avec lui de façon moléculaire, donc en fait. La sonde. Si c'était que le bras. Oui, enfin le machin, le satellite.
Hein Ah là là, heureusement qu'elle s'est faite. Ouais, heureusement qu'elle s'est faite. Heureusement qu'elle s'est faite annulaire, cette série. Non mais voilà, donc oui, c'est vrai que lui, il joue pas trop mal dedans dans ce qu'on lui propose. Et le voir jouer, c'est pas trop mal, c'est assez fun. Je sais pas ce que toi, Olivier, tu en as pensé. Bah, sur Scott Bakula, moi j'ai l'impression de voir un peu finalement on retrouve un petit peu le pilote de Code Quantum, parce qu'en fait il joue ça en fait, il joue le scientifique qui se retrouve dans une situation où il sait pas ce qui va se passer et puis il sait pas comment s'en sortir quoi, donc ils sont pas allés le chercher pour rien, c'est un mec qui d'abord dégage de la sympathie immédiatement. Ouais, et le gros problème c'est qu'effectivement il est très 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 mal entouré. C'est-à-dire que tous les acteurs qui sont autour de lui sont très mauvais, et notamment la meuf qui est vraiment alors c'est sûr qu'elle a un rôle qui est vraiment pourri, mais ça n'empêche que enfin je sais pas où ils sont allés la chercher, mais ils sont vraiment allés chercher la dernière roue du carrosse quoi, parce que on sentait que toutes les actrices correctes elles étaient plus disponibles parce que elle joue très très mal quoi. Et le problème c'est que sur un truc qui se base sur un duo, il y a plein de séries qui se basent sur des duos, et il faut que sur un pilote, il faut que l'alchimie elle marche tout de suite, même si après l'épisode n'est pas parfait, il faut que ça fonctionne tout de suite. Et là, le problème c'est que ça fonctionne pas parce que à la fois elle est pas bonne, et puis à la fois son rôle est mal écrit quoi. Donc moi ce qui m'embête c'est qu'elle est scientifique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est scientifique, mais à tout moment. On n'y croit pas une seconde. C'est-à-dire que pendant tout l'épisode, je me dis, mais elle a quoi comme compétence scientifique, en fait? Mais, sinon moi, après, ils ont peut-être voulu faire en sorte qu'elle fasse un peu faire valoir du gars qui a tout l'argent, le co-créateur, et qu'elle est juste là parce qu'en fait, elle est comment dire, elle est sans danger, quoi. Ouais, mais elle est censée quand même être un peu la caution, tu vois, parce que quand... Sérieuse. Ouais, c'est ça. Quand Scott Bakula il trouve son truc de la téléportation, son premier réflexe c'est d'aller la voir pour la persuader qu'il faut lancer le projet et machin et tout. Donc ça veut dire qu'elle a un pouvoir décisionnaire, ça veut dire qu'elle a un gros poste. En plus, elle est toute seule sur ce projet. Bon, soit. Pourquoi pas quoi. Enfin, mais du coup, il faut que faut que le personnage qu'on décrit comme ça, il faut qu'il ait du pouvoir, il faut qu'il ait du charisme, il faut qu'il ait de l'autorité, il faut que et en fait ils n'y arrivent pas quoi. Et dans une série des années un peu, enfin dans ces années-là, quand on prend Bonnie de K2000, bah en fait elle apparaît pas beaucoup. Elle est un peu la caution un peu jolie aussi du truc, mais simplement ils ont réussi à lui faire un rôle qui est où on sent la compétence en fait. Donc c'est tout de suite on y croit beaucoup plus, alors que là on n'y croit pas du tout quoi. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, parce que comme tu disais tout à l'heure, moi je trouve que le principe est pas peut être marrant. Moi j'ai pas trouvé ça, j'ai passé un bon moment à regarder quoi, ça m'a fait rire. On a vu déjà des choses pires que ça, mais là le fait quand il s'énerve, le probe ça se réveille et voilà, et puis il fait des trucs qu'il ne contrôle pas, bah ça peut amener des trucs sympas. Mais c'est ça, c'est-à-dire que en fait on se dit que la série elle serait prise maintenant, elle aurait une base qui serait à la fois technique et scénaristique, qui serait plutôt intéressante en fait. Donc mais c'est juste quand par exemple sur tout le côté technologique, je pense qu'ils ont voulu trop en faire, alors que finalement juste le fait d'avoir le bras ça aurait dû suffire quoi. Tous les trucs d'ordinateur, des machins, on voit que tout est cheap. Enfin on voit que tout est en carton pâte, alors qu'ils auraient fait des labos beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples. Et en fait on y aurait peut-être cru un peu plus, et puis en fait il fallait rester juste sur le fait d'avoir juste le bras qui était représentatif de la machine. Et là en fait moi je trouve que sur le coup ça fonctionnait, le maquillage, enfin le dispositif était plutôt bien fait. Le bras était bien fait. Quand tu vois tout le reste par contre, c'est là
Bah c'est ça, quand il est entier, tu dis non là ça va pas du tout. Rendez-nous Scott Bakula. Ouais. Je sais à quelle autre série ça m'a fait penser en dehors de Chuck. Ouais. Ça me fait penser à Jake 2.0. Ah oui. Je sais pas si vous avez la ref. Avec où un mec se ça. fait injecter des nanites et les nanites prennent le contrôle par moment et il devient un surhomme. Avec Christopher Gorham diffusé sur M6 le samedi. C'était CW ça là-bas. C'était la UPN, UPN. L'ancêtre du UPN, l'ancêtre de la CW donc. Ouais. Et ça a duré 2 saisons, mais M6 l'a pris, voilà. Mais, je l'ai vu parce que c'était M6 et Christopher Gorham. Ouais. Oh là là. Je suis triste qu'il joue pas dans plus de trucs. Et donc toi, Florian, toi qui as souffert le premier épisode avec le fameux film d'horreur féministe avec des zombies. Oui, c'est ça. Mais enfin, et d'ailleurs que l'on voit pas parce qu'en fait c'est surtout un making of en fait relativement. C'est Dawson de chez Wish. C'est ça. C'est qui ne viennent pas de Lorraine en fait, mais qui viennent de l'Arkansas, je crois. Donc je précise, il est très très possible qu'on entende un bing de l'horloge en fait, c'est le running gag de ce podcast, voilà. C'est pas grave. Voilà. Désolé à la famille, tout ça. J'ai passé un meilleur moment que donc le précédent pilote, mais j'arrêtais pas de me demander, ce qui est totalement fascinant en fait, comment fonctionnait la technologie. Et en fait c'est ce que je disais hors antenne, de la manière dont je le vois au début du pilote en fait, d'après ce que j'avais observé, c'était que l'exosquelette avec le bras automatisé, etc., et un petit truc, un probe laser, etc., mais pas un espèce d'exosquelette entier. Et en fait l'histoire du pilote, c'est que lorsque le personnage de Scott Bakula perd ses moyens, en fait, le robot s'anime, donc l'exosquelette s'anime, et en fait, à la moitié du pilote, il dit oulala, j'ai peur que ça prenne le contrôle de moi, etc. Ce qui est le foreshadowing pour la fin du pilote, où on le voit entièrement en robot carton-pâte, machin et tout. Donc je suis fasciné par le pire, c'est son casque. Le pire, c'est vraiment ouais, mais c'est vraiment là pour le coup, c'est le Robocop de Wish en fait. Tu vois, c'est le Robocop de Shine. Ouais. Non, c'est un Cyberman de Wish, c'est encore pire. Un Cyberman de Wish, tout à fait. C'est très très juste, Cécile. Et Et donc déjà je suis très très frappé par l'imprévisibilité technologique, rien que pour leur délire en fait, parce que c'est quand même une série de SF, donc t'es censé voir un truc génial avec un espèce de truc Terminator meets la mouche meets tout ce qui était cool à l'époque, et tu te retrouves avec un truc sans grand intérêt. Et là où je suis pas d'accord avec Olivier, c'est que ça pourrait absolument pas être refait aujourd'hui, parce que l'opposition en fait, c'est que c'est vraiment des méchants qui se comportent comme des méchants de cartoons des années 80, des cartoons du samedi matin des années 80, et j'ai vu que ça en fait. Donc le mec qui a piqué les plans, je parle de la base, un mec qui fusionne avec une intelligence artificielle ou un robot, pour ça la pourrait base être fait maintenant. Après justement, je dis que tout le développement avec les effets scénaristiques qu'on a maintenant et la technique qu'on a maintenant, ça pourrait peut-être être intéressant, quoi. Et ça serait intéressant, mais après ça serait peut-être plus dark que Jake 2.0 ou Chuck en fait, vu ce que l'on sait des possibles dérives en fait de l'intelligence artificielle actuellement en fait. Après le côté fun me plaît aussi, parce que moi je trouve que maintenant on fait que des trucs dark, donc c'est ça. Faire un truc fun, c'est bien aussi, quoi. Ouais, je sais pas si ça serait aussi fun en fait d'avoir une take, parce que du coup j'ai l'impression que la fiction a rattrapé la réalité. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est des séries des années 80 avec les moyens techniques des années de nos années en fait. Mais c'était pas Saturday Morning. Jackpot. Ouais. C'était pas le truc de Netflix avec le mec de SNL en fait, mais c'était ça. Hein. Ouais, mais c'est surtout les dessins animés, mais je pense que là c'est plus sur les séries live. Mais oui, c'est un peu l'idée, effectivement. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont un peu dans le cadre.
Mais je fouillais et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus en fait parce que juste sur le lead féminin en fait, je la trouve effectivement très très fat, très charismatique, mais pour le coup là j'ai envie aussi de me reposer sur les dialogues qui sont très très sexistes et surtout dans la deuxième moitié de l'épisode ça devient une machine à exposition parce qu'elle est seule à l'écran avec Scott Bakula, donc c'est le substitut du public, donc c'est très très mal c'est très très mal ficelé de son point de vue. Donc je sais pas si même une meilleure actrice aurait rattrapé le coup, quoi. Ah non, c'est sûr et certain. Mais la majorité des problèmes vient de ce qu'on leur demande de jouer, hein, pas forcément de eux. Clairement. C'est la réalisation. Ouais, mais je pense qu'elle est vraiment pas bonne aussi. Donc enfin, il y a tout, quoi. Enfin, mais t'imagines à quel point Scott Bakula doit être bon alors. Parce que en fait, ouais, c'est ça. Non, mais parce que en fait, tu vois, le rôle de Scott Bakula est nul aussi. Et il arrive quand même à en faire quelque chose, tu vois. Mais c'est parce que c'est un super acteur. Elle est vraiment, elle est vraiment pas bonne, quoi. C'est-à-dire que, et tu sens que même lui, il galère. Il galère à jouer avec elle, en fait. Il arrive pas. Il essaie de la relancer, il essaie de mettre du rythme, et puis elle casse tout, quoi. Enfin, il se donne, mais elle n'y arrive pas, quoi. Après, je suis d'accord, son rôle est nul. Et c'est très 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 mal écrit et c'est ce que je disais, c'est qu'elle sert de faire valoir et c'est tout, quoi. Ouais. Alors moi j'étais en train de refouiller un peu la discographie, la filmographie de ce cher Corey Allen, donc le réalisateur de ce pilote qui a fait beaucoup de téléfilms plus qu'autre chose. Il a réalisé aussi pas mal d'épisodes pour Rick Hunter, Dallas, Magnum, etc. Donc dans les années 80 il était quand même pas non plus... Rick Hunter c'était bien réalisé en général, hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rick Hunter? Exactement. Et ben voilà. Mais il faut savoir que dans ses débuts, monsieur a fait un film qui s'appelle Les aventures érotiques de Pinocchio. Donc déjà là on se dit c'est pas Pinocchio. Okay. Non, pas Pinocchio. Je veux voir ce film. Mais un an avant. Carlotta, sortez-moi ça en Blu-ray 4K. T'en demandes beaucoup, je pense là quand même. T'en demandes vraiment beaucoup. J'essaye. Mais juste un an avant. Ce monsieur Allen et Scott Bakula étaient déjà dans un téléfilm qui était dans le monde merveilleux de Disney. Donc monde merveilleux de Disney, c'était pas mal de téléfilms qu'on a dû avoir sur TF1 à un moment donné ou l'autre le dimanche avec comment il s'appelle encore, Foucault. Voilà. Et donc ce film s'appelle en français L'Indestructible. Et en titre original, c'est I-Man. Et dedans, on retrouve Ellen Brie et Joey Kramer. Et ça parle de quoi ? Ça parle d'un père qui est conducteur de taxi et qui veut en fait sauver quelqu'un et est aspergé d'un gaz alien qui le rende indestructible. Donc il ne peut plus sentir aucune douleur, il ne peut plus rien se casser, il ne peut plus limite quasiment mourir. Et donc en fait c'est un téléfilm de 2 heures qu'on trouve aussi sur YouTube, I-Man, et en meilleure qualité, je vous rassure. Mais voilà, donc en gros l'année d'avant il faisait déjà un truc un peu où en gros quelque chose transforme Scott Bakula. Ouais, c'est l'Ubermensch, quoi. Et le pire c'est que vous ne devinerez jamais ce qu'il devient réellement grâce à ça. Il devient un agent secret. Mais pourquoi ils veulent transformer Scott Bakula ? Il est très bien de base. Il peut être agent secret par lui-même. Oh bravo. Oh bravo, effectivement. Et toujours dans le même livre là, parce qu'en fait, juste au-dessus, le paragraphe au-dessus, donc ça c'est ce qu'on a vu, hein. Et juste au-dessus c'est I-Man, comme par hasard, parce que c'est dans l'ordre alphabétique. Et il est aidé par quelqu'un. Vous devinerez jamais de quel sexe il est aidé. Par une femme scientifique. Non, une femme espion. Ah. Et sexy. Oui. Et ils doivent retrouver un laser volé d'un evil madman. Une sonde. Non, c'est un laser. Ouais. Voilà. Par contre, donc par John Anderson. Moi, il y a un moment donné, il faudrait expliquer aux scénaristes que avoir un personnage qui est indestructible, à partir du moment où on
dit que le mec peut pas mourir, peut pas être blessé, peut pas être machin. En fait, du coup, nous, on s'en fout. Parce qu'on sait très bien que tout ce qui va se passer à l'écran, en fait, il va rien lui arriver puisque le mec, il est indestructible. Donc c'est un peu ce que je me suis dit aussi pendant le truc, c'est qu'à un moment donné, moi j'étais plutôt dans l'épisode, et puis à un moment donné on m'a dit le truc en fait, plus tu vas être en danger, plus il va monter dans les niveaux, et plus tu vas être super fort. Donc en fait je me suis dit en fait le gars il peut rien lui arriver parce que de toute façon la machine va être super forte. Et donc du coup, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun enjeu, quoi. Bah si, l'enjeu, il est du fait qu'en fait, il contrôle pas. Et donc, moi j'avais peur qu'il tue quelqu'un, quoi. C'est une transition parfaite, en fait, puisque ce que explique Olivier, c'est parfait pour rebondir sur le fait que je viens de me rappeler exactement à quoi m'a fait penser la série, et c'est pas quelque chose qu'on a cité. En fait, je pensais que ça allait être une take sur Dr. Jekyll, Mr. Hyde, mais à la fin du pilote, en fait, une fois que le personnage de Bakula, en fait, comme tu l'expliques, ne peut pas exactement contrôler les moments où ça arrive en robot, et en fait, c'est l'incroyable Luke meets high-tech. L'incroyable Luke. Hulk. Non, pas Hulk. Hulk. Non mais, j'imagine le film pourri. L'incroyable Luke. L'incroyable Luke. C'est une meuf, tout va bien, mais dès qu'elle s'énerve, elle devient un mec blanc qui s'appelle Luc. C'est ça. Je crois que ça existe déjà, ça s'appelle Vincent n'a pas d'écailles. Je connais pas. Je suis en train d'imaginer un film qui s'appelle L'incroyable Luc. Et c'est Luc Besson. Oh non. Oh là là. Le mec c'est un bon réalisateur et puis il se transforme en Luc Besson. Oh, c'est con. Oh merde. Il est vraiment pas content. Quand il est pas content. Quand il est pas content, quand il est énervé, il devient petit, gros et barbu et il fait des mauvais films. C'est con quand même. Et il viole des enfants. Oh. Ça a dérapé quand même, l'incroyable Luc. Oh merde. Ah là là. Non, par contre pour avoir vu... On n'est plus dans notre 5e élément. Non. Pas du tout. On est bien dans notre élément depuis bientôt 8 ans. Pour avoir vu l'indestructible, parce qu'en fait ça c'est un truc que j'ai trouvé assez rapidement et vraiment en bonne qualité. Il y a tout un truc justement sur le fait que comme il est indestructible, il est recherché pour ce pouvoir-là. On va lui demander des choses. Après, si ton scénario après il tourne autour du fait d'être indestructible et d'être voire immortel, et à ce moment-là tu peux réfléchir sur la mort, sur la vie, sur le machin, enfin si ton scénario il tourne autour de ça, mais en fait si ton scénario après il tourne autour de attention, lui il risque de te tuer, bah non en fait, non, il peut pas. Donc à un moment donné, c'est pas possible. Donc ou alors tu crées une kryptonite comme Superman, parce que sinon Superman s'il n'y a pas la kryptonite, bah ça n'a aucun intérêt. Donc et il y a beaucoup moi je vois beaucoup de films et beaucoup de séries qui tombent dans ce Deadpool aussi a un peu ce côté où en gros lui il a peur de rien parce que bon il va se régénérer etc, mais malgré tout il a une espèce de kryptonite, quelque chose qui va l'empêcher de faire tout ce qu'il veut réellement, quoi, si je me trompe pas de mémoire. Je connais pas bien Deadpool. Il y a un truc, faudrait que je revérifie, mais je sais plus exactement quoi, mais je sais qu'il est pas infaillible non plus, mais il est quand même ultra puissant, quoi. Moi ça, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la série L'Homme Invisible. Je sais pas si vous l'aviez vu, celle des 90, où le gars il a quand même le pouvoir super fort. Il est super fort parce qu'il peut devenir invisible, mais son invisibilité en fait il se pisse sur les chaussures parce qu'il voit jamais où ça bite. Non mais il perd une partie de sa personnalité, ça le transforme beaucoup, voilà, alors qu'il a un pouvoir ultra fort, mais il a plein de c'est-à-dire mauvais qu'en côtés. fait, il faut que l'enjeu il se décale. C'est-à-dire que l'enjeu c'est plus d'aller se battre contre quelqu'un, l'enjeu c'est de vivre avec ce super pouvoir en fait. Et sauf que là dans l'épisode en fait ils nous disent très rapidement que bon en gros il peut rien lui arriver parce que de toute façon la machine va faire en sorte qu'il survive. Donc moi je me suis dit je m'en fous en fait. C'est vrai que c'est ce qu'ils disent, mais par contre c'est vrai que
j'ai peut-être été chercher plus loin parce que je me dis bah ouais, en gros, s'il se souvient de rien, voilà, qu'est-ce qui peut lui arriver lui, réellement à lui? Il peut être poursuivi pour des choses. Ouais, mais ça, à ce moment-là, il faut faut axer la série là-dessus et donc du coup, dès le pilote, le montrer quoi. C'est-à-dire que là, on le montre pas assez, c'est clair. Pas du tout. Même. Là, non, après, ou alors le fait qu'on le montre pas, en fait, on montre pas la partie où il perd le contrôle, et tu te dis, il pourrait y avoir aussi une réflexion sur qu'est-ce qui se passe s'il redevient pas lui-même, et s'il reste cette machine à tuer qu'on contrôle pas, et ça c'est plus intéressant en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est plus intéressant que d'aller sauver la demoiselle en détresse, qui est d'ailleurs très mal attachée à son siège. Enfin, je veux dire, elle pourrait très bien partir d'elle-même, puisque le gars l'a très mal attachée. On voit la corde qui pendouille, enfin, c'est n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, en parlant de très mal attaché, le bateau, vous ne trouvez pas qu'il surjoue un peu les vagues? Oh mon dieu, oui! Oh là là! Pendant tout le passage où ils sont sous le bateau, ils sont tout le temps en train de faire comme ça, et ils sont même pas synchro, donc c'est ça qui s'appelle. En plus, c'est cadré que sur leur tête parce qu'ils ont même pas de quoi incruster un bateau ou avoir un bateau sur fond bleu. Donc il y a que leur tête qui bouge comme ça. C'est horrible. Mais bon, par contre, il a une bonne façon de se débarrasser des camions un peu gênants. Je suis désolé. Oui. Voilà, il est un peu trop pressant, il essaie de le pousser à la faute. Ok, ça l'énerve, à coup de laser, boum. Voilà, un accident qui colle au cul. Voilà. Mais à cette jonction du pilote, on est encore dans le truc. C'est dans le truc. Regardez comme ses pouvoirs sont cool en fait. Donc il y a encore le capital sympathie de Bakula qui arrive à faire fonctionner le truc. Mais c'est passé la première moitié du pilote. Ouais. Et un pilote qui dure donc à peu près 45 minutes, c'est-à-dire à peu près le temps qu'on a mis ici pour justement vous parler de ce pilote qui était donc, comme tu l'as dit, Florian, par rapport au tout premier qu'on a fait sur le CBS Summer Playhouse, voilà, moins pire. Voilà. Ça montre quand même Enfin, on se rend plus compte à quel point les étés étaient quand même très pauvres à l'époque, à la télé, quoi. Moi, j'étais beaucoup plus engagé en fait de découvrir en fait quels étaient les teasers de la saison de CBS et j'ai vu La Belle et la Bête. Ouais. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le truc qui m'a passionné le plus, c'est les pubs et les bandes annonces et les vieilles bandes annonces de CBS, quoi. Et moi j'étais comme un fou en train de regarder les pubs, en train de me dire c'était marrant ça. Mais on l'a fait Beauty and the Beast ou pas? Non, de mémoire on l'a toujours pas fait. Non. Comme j'ai eu un doute, faudrait que je vérifie dans la version de 87, pas la version avec Kristen Krug. Non, la version Linda Hamilton, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, effectivement. Faudrait voir si on peut la trouver en bonne qualité, si possible légalement. Ça serait cool aussi. Alors, légalement, là, t'en demandes beaucoup. Ouais, mais bon... Parce que bon, YouTube, oui, c'est légal. En fait, c'est légal. C'est une zone grise. Voilà, l'upload est pas très légal en lui-même. Oui, voilà. Après, on va regarder, c'est pas notre faute. Ça pourrait être cool. Ah non, j'ai essayé de regarder la version des années 2000 avec Kristen Krug. C'était pas possible. Hein. C'est Kristen Krug. Kristen Krug. C'est une fille qui fait de la danse, c'est ça? C'est le sidekick de l'incroyable Luc. C'est ça. Non, c'est Isma dans Cusco. Ah non, c'est Crank, c'est pas Krug. C'est Crank, c'est Kristen Crank. Kristen Crank. Je pense au cerveau dans les Tortues Ninja, moi, quand j'entends Crank. Ah oui, bah oui, pareil. On pense à tout le monde sauf à elle. À Christine. Ouais, non, effectivement, Beauty and the Beast, on ne l'a pas fait. Et c'est bizarre, j'étais persuadé que Urgence... Ah si, on a dû le faire. Urgence, si on l'a fait. Saison... Alors... Si, voilà, si, on l'a fait dans un hors-série. Voilà, on l'a fait dans un hors-série en saison 6. Merci, Elodie, d'avoir fait ce fichier. Parce que mon cerveau, Bon, ben voilà. Globalement, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire là-dessus. C'est pas la pire des expériences. Ça dure pas non plus 3 heures, donc c'est pas mal. Ouais, c'est ça se regarde rapidement. Ça permet de voir un peu l'ambiance des années 80. Et ça m'a rassuré sur le fait que Scott Bakula est très bien. Même sur les trucs nuls, il est toujours très bien. C'est ça. J'ai regardé l'Indestructible avec lui, comme ça. Il est pro en plus, parce que franchement, il se donne à fond quand même. Ah ouais, tu sens qu'il y croit. J'ai l'impression que lui et Cory Allen, ils étaient potes. Et il dit, ouais, je le fais pour toi, pas de problème, je le fais pour des cacahuètes, et je vais m'amuser, quoi. Je sais pas, ça pourrait être possible, à un moment donné, il y a
un réalisateur qui a trouvé un comédien, ils s'entendent bien, puis il fait passer une fois, 2 fois des conneries, puis la 3e fois il fait ouais bon écoute Corey là tu déconnes. Là, j'ai un CV à monter quand même. On m'a proposé un truc bien réussir dans la vie. Quantum Leap, je pense que je vais y aller. D'ailleurs je saute là-bas. Et puis il revient dans le passé, dans les années 80, et il frappe le Scott Bakula de 87. Non, tu le fais pas. Oh. Franchement, ça aurait été un meilleur pilote que... Enfin bon, c'est pas un meilleur pilote que Code Quantum, mais ça aurait été un meilleur pilote qu'Infiltrator. Voilà. Bon, par contre, rapidement, en 5 minutes, voilà, qu'est-ce que vous regardez pendant cet été de grève? Ah, t'es comme ça, toi. Tu demandes. Moi, je pensais que t'allais sauver au ça départ, pour je vais le faire au début, pour puis le season j'ai oublié de le première, faire. et puis non, mais pour le vrai season première de Monsieur C. Friends, et puis non. Non, juste 5 minutes. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Voilà, un ou 2 trucs. Cécile. Moi, j'ai maté la 2e saison de Good Omens. Comment vous dire que c'est merveilleux en même temps. David Tennant, Michael Sheen. Je dirais pas mieux, mais elle est très bien. Okay. Et je n'en dirai pas plus parce que c'est dur de pas spoiler. Okay. Mais voilà, regardez-la. Et Neil Gaiman a promis que s'il n'y avait pas de saison 3, il ferait une nouvelle pour boucler. Parce qu'il est gentil. D'ailleurs, en parlant de Neil Gaiman, j'ai partagé tout à l'heure un tweet qui retweetait justement une de ses réponses à une question qui m'a fait beaucoup rire. Je crois que c'était sur Tumblr ou quelque chose comme ça. Quelqu'un lui demande oui, j'espère qu'ils vont le faire, les protestations, la grève à la française, justement pour la SAG-AFTRA. Et Neil Gaiman a répondu tu veux dire avec la langue? Do the French. The French way. You mean with the tongues? Ça m'a fait beaucoup rire, voilà. Et sinon, là, je suis en train... J'avais pas vu la 2e saison de Only Murders in the Building. Et vu que la saison 3 est en train de sortir, donc on rattrape ça, la saison 2. Et c'est vraiment cool, le mystère est bien dosé. La saison 2 elle est incroyable. Franchement, la saison 2 est incroyable, mais alors les 2 premiers épisodes de la saison 3, c'est un niveau, mais ils ont encore explosé le truc. Faut pas dire, j'attends l'automne. Tu ne le regarderas pas avant? Non. Tu vas attendre que tous les épisodes soient là et comme ça tu pourras regarder à ton rythme. C'est ça. Moi non, j'attends absolument l'épisode de la semaine. Hein. J'ai regardé les 2 premiers épisodes dès que j'ai pu et j'étais c'est trop bien. Non, c'est vraiment bien. Franchement. Ouais. Non, c'est vraiment une très, qui aurait très pu bonne prédire au début de cette série là que ça allait devenir aussi bien. Franchement. Moi j'ai un très très beau souvenir de la saison 1. Hein. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quand moi j'ai lancé la première fois Only Murders in the Building, je me suis pas dit, tiens, je vais voir un chef-d'œuvre, quoi. Oui. Et là, en fait, au fur et à mesure de la saison, je me disais, c'est quand même pas mal. Bon, il y a quelques trucs dans la saison qui sont moins bien, et puis après la deuxième saison, j'ai fait, ok, bon, laisse tomber, c'est génial, quoi. C'est vraiment un pur plaisir, quoi. Moi, j'avoue, en voyant justement Martin Short et Steve Martin, j'étais là, je fais ok, déjà de base, je vais aller là-bas. Ouais, c'est vrai. Ça sera au moins sympathique avec eux deux. Et puis Selena Gomez, je connais pas. Enfin, toi, en tant qu'actrice, je la connais pas trop. Je connaissais pas assez, mais. Et j'aurais moi, pas je peux forcément l'écouter parler pendant des heures, sa voix, mon Dieu. Ouais, grave sa voix, comme ça, c'est tellement et en fait, depuis, c'est, on va dire, c'est un crush. Hein, elle est géniale. Et puis c'est vrai que sa voix, elle est. Vas-y, raconte-moi la Bible. Ah ouais, lis l'annuaire pour moi, s'il te plaît. Oh là là. Lis-moi l'arrière du produit toilette, s'il te plaît. Ça va être sympa. Donc voilà, ok, t'as regardé ça. Et donc Olivier, donc, tu n'as pas regardé Only Murders in the Building. Du coup, je le garde précieusement. Non, j'ai dévoré Star Trek Strange New World. Vraiment, c'était un bonheur. Chaque épisode était vraiment très bien. J'avais bien aimé la saison 1 et là la 2 était vraiment très bien. Des super épisodes, c'était parfait pour l'été, beaucoup de divertissement, des bons concepts, des super acteurs. Je trouve que il y a une mise en scène et une réalisation qui sont vraiment de très grande qualité. Jamais la série ne fait cheap. Et vraiment, je trouve que c'est une des séries les mieux réalisées actuellement en termes de série.
Donc vraiment, je conseille. J'ai regardé la deuxième partie d'Abbott Elementary et la deuxième partie de la saison 2 d'Abbott Elementary, et là j'ai été vraiment très déçu. Je trouve qu'il n'y a plus rien de drôle. Je regarde les épisodes vraiment en faisant autre chose parce que je sais plus, je comprends même plus s'ils font de l'humour ou pas en fait. Il y a plus de vannes, il y a plus rien. Je comprends pas. Donc comme les personnages sont souvent un petit peu agaçants, bah du coup le problème c'est quand il y a plus de vannes et plus d'humour, bah on n'a plus que le côté agaçant et là moi c'est un peu rédhibitoire. Donc là je suis assez déçu, et puis par contre j'ai repris le début de la saison, je sais plus combien, 5 de What We Do in the Shadows. Et ça c'est toujours aussi drôle, aussi bon. En plus ils font vraiment, pour le coup, ils font vraiment avancer l'histoire. Il se passe un truc au début de la saison de cette saison qui est quand même un élément très important. Et du coup et voilà, c'est toujours un plaisir. Là pour le coup il y a des vannes qui fusent dans tous les sens, il y a des références, des trucs, enfin c'est hyper foisonnant en termes d'humour, et là ça me correspond beaucoup plus, et c'est vraiment ce que j'attends d'une comédie. Donc ouais, ça c'était vraiment bien. Et puis bah je continue à regarder The Good Wife, qui prend forme de plus en plus dans le style des Kings, et je trouve que c'est une série qui s'améliore de saison en saison, et on voit comment parce qu'en fait il se trouve que moi j'ai vu Branded, Evil et The Good Fight avant de voir The Good Wife. Bah, t'as vu dans le sens inverse quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup c'est ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment leur style s'est construit au fur et à mesure, comment on est parti d'une série qui en saison 1 était vraiment une pure série de network, quasiment seulement basée sur les affaires et sur les procès, et puis au fur et à mesure où les audiences ont été au rendez-vous, où ils ont pu gagner en liberté, et ben tout d'un coup ils ont imposé leurs pattes, ils sont allés plus dans le côté politique. Ils sont allés plus dans le côté burlesque, absurde, avec des personnages secondaires qui commencent à partir de la saison 3 à devenir un petit peu absurdes, et moi c'est ce que j'aime chez eux, c'est vraiment ce côté-là. Et tout d'un coup, petit à petit, on commence à avoir quelque chose de très divertissant et de très politique en même temps. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que je trouve que les Kings sont très bons. Et puis on trouve il y a des petits trucs, on se dit c'est pas possible que c'est pas généré à un moment dans la saison 4. Il y a la mère de Peter Florrick qui a des hallucinations et qui voit des bestioles partout en fait. Et forcément on se dit mais par rapport à Branded, est-ce que c'est pas ça qui a déclenché l'idée de Branded ou pas, enfin parce que en fait il se trouve que Peter Florrick est un politicien, et du coup l'insecte est associé à la politique comme dans Branded quoi. Donc forcément on se dit qu'il y a un rapport, et c'est quand même très intéressant à regarder, de voir un petit peu comment s'est construit ce duo à l'écriture, et voilà. Et puis Julianne Margulies, c'est quand même elle est stratosphérique comme actrice. C'est impressionnant quoi. Chaque épisode je me dis mais quelle incroyable actrice quoi. Pourquoi on la voit pas plus souvent? Où est-elle? On veut la voir sur les écrans quoi, c'est pas possible. Bon, après en tant qu'avocate, elle était dans Scrubs avant, donc à un autre niveau. Moi ce que j'aime en fait dans c'est qu'elle est elle est très, justement, elle est très avocate dans son rôle, et puis par petites touches, tout d'un coup il y a un truc, il y a sa carapace qui se fend, il y a un truc qui passe, et elle le fait vraiment avec le minimum de moyens, mais ça passe très bien. Et du coup je trouve que son personnage il est quand il lui arrive des trucs, parce elle se prend plein de merde dans la gueule à cause de son mari, à cause de son cabinet, c'est rarement à cause d'elle en fait, c'est souvent les éléments extérieurs qui viennent qui lui créent des problèmes quoi. Et en fait
on la voit tout d'un coup, elle encaisse le truc et en même temps il y a le petit truc de nuance qui fait que tout d'un coup on est touché parce qu'on se dit putain la pauvre quoi. Encore, elle va devoir encore se battre et elle le fait très bien parce que en fait elle aurait pu l'appuyer, ça aurait pu devenir presque indécent et là en fait comme elle le joue de manière hyper subtile et ben en fait ça permet de faire passer l'accumulation de merde très bien quoi et du coup je pense que c'est en partie grâce à elle que les idées des Kings fonctionnent quoi. C'est vraiment moi je trouve c'est une super actrice vraiment je sais pas pourquoi on la voit si peu en fait maintenant c'est parce qu'elle s'entend pas avec les autres acteurs. Ouais, peut-être. Il y a peut-être un problème à l'arrière, on sait pas, j'en sais rien. Florian, il y a eu des fights qu'on a su. Hein. Ouais. Peut-être que c'est comme ça partout. Est-ce que Florian, toi tu regardes quelque chose Oui, alors j'ai eu beaucoup, j'ai été très intimidé par les longues recommandations de Olivier puisque j'ai eu le temps de regarder beaucoup moins de choses pour. J'ai cru que t'as eu le temps de regarder plein de choses pendant qu'il faisait ses recommandations. Non. J'ai, du coup, je vais me contenter de ce que j'ai très envie de découvrir, donc je m'y suis mis. C'est un coffret que j'ai eu pour très peu cher, la seule saison éditée en DVD en France. Il s'agit d'une série produite par John Wells qui s'appelle New York 911 alias Third Watch. Et j'ai commencé et donc j'ai vu les 4 premiers épisodes sur les 2 ou 3 derniers jours. Et franchement, déjà, je me suis pris une grosse claque avec le pilote en fait, parce que sachant que c'est la même année où donc le pilote a été diffusé, il y avait également The West Wing qui a été diffusé à l'antenne de NBC. C'était une année vraiment, et aussi le début des Sopranos du côté de HBO. Et vraiment, là, ça répond aussi à la question comment faire vraiment un procédural, mais vraiment pour l'an 2000. Et je pense qu'il y avait aussi beaucoup de pression en fait à l'orée de l'an 2000 en fait de faire quelque chose d'un tout petit peu New Age. Donc il y a énormément de musique en fait de 1999 et c'est un pilote en fait qui est extrêmement rythmé où en fait il cale énormément d'expositions, de scènes d'action vraiment très impressionnantes pour l'époque. En 43 minutes en fait, donc c'est limite un double pilote qu'il case en une seule heure. C'est vraiment un tour de force et ça devient ça devient beaucoup plus lent et un tout petit peu plus incarné sur les épisodes 2, 3 et 4 en fait. Ça devient aussi le rythme en fait dont on est habitué à suivre sur Urgence en fait, puisque c'est un tout petit peu la série phare de John Wells à l'époque. Et c'est aussi la première série où on voit Kim Raver, on voit Eddie Cibrian, où on voit d'excellents acteurs que je ne connaissais absolument pas, comme Molly Price par exemple. Donc franchement, je prends un pied pas possible à voir ça. Ok, je sens que c'est un des pilotes qui va aller dans la liste de la prochaine saison de Monsieur Series and Friends. Hein ouais, voilà. Ouais, j'en ai d'autres à suggérer si ça t'intéresse. Oui. Mais voilà. On en discutera comme je disais justement. Hors podcast, voilà, lors de la réunion. Et alors, petit truc, le titre québécois s'appelle OCS Secours. C'est tellement nul. SOS Secours. Alors, et ils sont fans de nous aussi. Hein. Voilà. Par contre, en regardant rapidement pour avoir les acteurs, etc., je vois que le générique est fait par The Crystal Method. Alors, je suis vendu, c'est bon. Sachant que le pilote, vraiment les premières secondes du pilote, c'est pas Crystal Method, c'est vraiment le logo du générique en fait qui arrive dans la première séquence du film, la première séquence du pilote qui est une course poursuite entre un policier et son suspect. Je vois un autre nom, je vois Martin Davich. C'est rythmé sur Right Here Right Now en fait, et c'est vraiment il transitionne de la musique du générique vers la musique du pilote en fait, et c'est le crescendo du début du pilote et c'est très bien exécuté. Ok, tu nous l'as vendu, je pense. En tout cas, moi, c'est vendu. J'ai envie de le voir. Bon, moi de mon côté, voilà, ça a déjà été cité. Il y a du Star Trek, il y a du Only Murders in the Building. Et puis, il y avait aussi de Summer I Turned Pretty, la saison 2 que je dévore et que j'attends. Ici
la suite que j'aime beaucoup. Puis alors Tacoma FD qui me fait beaucoup rire. Et puis surtout j'étais tellement heureux de retrouver Minx. Voilà, la saison 2 de Minx, vous savez, la série avec Jake Johnson, entre autres, dans les années 70, avec ce magazine pornographique féministe, qui avait été annulé, puis a été renouvelé au dernier moment, la saison dernière d'ailleurs. Et c'est toujours très bien, c'est toujours très cool. J'adore l'ambiance, j'adore la musique qui est dedans. Donc, par contre, pour le voir ici... C'est sur OCS, pas secours, OCS normal en France. Ah, voilà, ok, d'accord. Ça doit être sur BTV en Belgique alors. Ouais, voilà, oui, c'est les seules séries là les séries phares qu'ils ont sur OCS sur cet été, tu as 61st Street, tu as le spin-off Walking Dead et tu as Satan Minx. Et puis je regarde, est-ce qu'on peut regarder quelque part? Ouais, non. En Belgique, ils le disent pas. J'ai l'impression que c'était sur BTV, qui est en général Canal+, OCS mélangé. En Belgique, mais non. Moi, ici, c'est le tonton d'Amérique qui me donne ça. Bon, voilà. En parlant de tonton d'Amérique, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense qu'il est l'heure d'y aller. Rattrape-toi aux branches comme tu peux. J'y arrive pas. On vous donne, donc là on était le 14 août, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, à peu près je pense, pour le début de la saison 9 de Monsieur Série and Friends. Saison 9, plus que 2 saisons à tenir les gars. Rassurez-vous. À saison 10 on fait un film et puis voilà, on s'en va. On fait comme Community. 6 seasons in a movie, ben nous c'est 10 seasons in a movie. Voilà. Bon, merci en tout cas à vous trois d'avoir subi Infiltrator, et puis à bientôt. À bientôt, salut. Bye bye. Bye bye. J'avais trouvé une idée, mais en fait finalement je l'ai perdue.